Bonsoir Pépitoriens et Pépitoriennes, bienvenue à une nouvelle émission de Pépitor. On commence comme d'habitude, maintenant vous en avez l'habitude, avec notre petit disclaimer, juste pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne faisons de conseils, nous ne donnons de conseils sur notre chaîne, sur notre média et dans cette émission en particulier. Ce sont juste des échanges entre passionnés et entre particuliers. Petit rappel ou petite nouveauté, le salon MTT Trading, Tino, Mika, Xavier, Trado, Christelle, Oli, les positions intraday des longs termes, des moyens termes et en plus maintenant les cryptos. Ce salon était fermé, on a eu beaucoup de demandes et finalement on a décidé de le réouvrir ce week-end. Donc n'hésitez pas, je vous laisse sous la vidéo un peu toutes les adresses intéressantes. Et pour finir, je vous rappelle, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, c'est notre jeu, le jeu Pépitor, jeu complètement gratuit, 5e année, 22e saison. Comme d'habitude, vous avez tout le week-end jusqu'au lundi matin 9h pour décider de l'action qui va le plus monter dans la semaine, du lundi 9h à la clôture, vendredi 17h35. Et toutes les semaines, on a un classement hebdo et à la fin de la saison, on a un classement sur la saison. Donc 22e saison, 5e année. Bonsoir, donc on se retrouve avec une nouvelle émission des Mousquetaires ce soir avec nos trois acolytes habituels. Pierre Verret de chez Active Trades. Salut Pierre, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Denis, ça va très bien et je suis ravi de faire mon retour sur ta chaîne. Merci Pierre. Xavier de chez Panthéon MTT. Salut Xavier, comment vas-tu ? Salut à tous, ça va très bien et très très content de tous vous retrouver pour cette nouvelle émission des Mousquetaires. Et Ricardo, bien sûr, Ricardo de chez Fondamentalement Bourse. Ça a changé de nom Ricardo, non ? Ou ça s'appelle toujours comme ça ? Non, j'ai juste changé le pseudo qui était Ricardo Trading, il est devenu Ricardo Invest, ça correspond un peu plus à ce que je fais, quoi. D'accord. Okay. Bonjour. Donc on ne s'était pas vu depuis Noël. Je vous rappelle, nous on débriefe un peu l'actualité des marchés de manière macro et géopolitique. Donc depuis Noël, il s'est passé pas mal de trucs sur les marchés ou pas beaucoup de trucs en géopolitique. Moi je trouve, on a discuté un peu avant, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé d'influent et en géopolitique sur les marchés. Donc on va commencer évidemment avec les deux conflits qui commencent à s'enliser, entre guillemets. L'Ukraine contre la Russie et le conflit au Moyen-Orient. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Le conflit au Moyen-Orient. Donc rien de neuf, non ? Qui veut dire quelque chose ? Richard, Xavier plutôt D'accord, rien, ok. Comme vous voulez. Malheureusement, il y a toujours ce conflit au Moyen-Orient qui est assez dramatique d'un point de vue humanitaire. Je pense que ça mérite d'être souligné. Après, il n'y a pas eu, fut un temps là, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu un petit peu des craintes d'embrasement par rapport de la région, par rapport à notamment entre Israël et l'Iran qui se font un peu la guerre à distance via des pays via des pays localisés entre Israël et l'Iran, pardon. Puis voilà, il y a eu ces petites ces grosses incertitudes qui sont un petit peu d'un point de vue marché financier qui sont un petit peu retransmises qui se sont un peu lues plutôt sur le cours du pétrole et de certaines valeurs pétrolières. Alors ça n'a pas duré longtemps. On a eu il y a eu quelques jours où on a eu des petits pics, un petit peu de volatilité sur le pétrole. Je crois qu'on a perdu, je regardais tout à l'heure, on a perdu une dizaine de pourcents sur le Brent par rapport au plus haut justement du mois dernier. Puis voilà, à mon sens, il y a toujours ces incertitudes d'embrasement dans la région. Si tel était le cas, évidemment, on aurait un pétrole qui explose à la hausse, un petit peu comme ça s'est passé lorsqu'on a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Mais pour l'instant, voilà, la situation semble sous contrôle. En tout cas, c'est ce qu'a envie de se dire le marché à ce stade. Et à titre personnel, j'espère qu'on en restera là et que on évitera d'aller plus loin dans cet affrontement. Voilà. D'accord. Tu as quelque chose à rajouter, Richard ou... Pardon, si je peux me permettre. Oui, Pierre. Désolé, je coupe la parole à tout le monde, décidément.
Xavier, ouais, je suis assez d'accord avec ton ressenti sur la situation. Est-ce que tu as suivi, c'est vraiment une question, j'ai pas pu voir de mon côté. Est-ce que cette situation au Moyen-Orient, et tu parlais notamment des marchés énergétiques avec le pétrole, ça a eu des conséquences sur des valeurs pétrolières ce début d'année, hein, notamment avec, comme tu disais, l'implication de l'Iran, Bah, etc. en fait, moi, je pense que ça a surtout, bah forcément, ça a un peu catalysé le secteur de l'énergie de manière générale, qui était de base dans une forte tendance. Si tu prends un peu les grosses super majors, genre Exxon, Total, Petrobras au Brésil, bah, on se rendra compte qu'elles sont toutes, même encore maintenant, à proximité de plus haut historique. Donc je pense que ça consolide au moins enfin comment dire, ça aide au moins à maintenir les cours sur ces niveaux-là. Et puis voilà, tout envolé du baril permettrait à ces valeurs de casser les plus hauts historiques sous lesquels elles travaillent un petit peu depuis quelques semaines et d'accélérer et puis de viser, je sais pas, X% de hausse supplémentaire en fonction de comment évolue le prix du baril sur les marchés mondiaux. Euh, voilà, après, bon, moi, le conflit dans le coin là-bas, moi, c'est vrai que c'est clair qu'il est intéressant à surveiller bon, d'un point de vue économique. Pour nous qui faisons de la bourse, qui investissons sur les marchés financiers, évidemment, c'est essentiel comment je peux dire, d'être particulièrement à fleur sur l'actualité. Mais je trouve qu'il est aussi hyper intéressant à observer d'un point de vue géopolitique, voire d'un point de vue politique. Mais je sais pas si c'est vraiment l'objet de cette émission-là, quoi. Ouais. Surtout au niveau Alors, politique, ce qu'on voit en dehors du pays là-bas, on voit la différence de position. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Hein. En Espagne, c'est différent. Hein. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais la différence de position entre la position des gouvernements et la position de la population. Tu peux C'est-à-dire, expliquer? Bah ouais, c'est-à-dire ça qu'en fait, s'explique. les gouvernements sont de manière générale pro-israéliens, on va dire, et les populations est quand même plus pro-palestinienne, entre guillemets. Alors là, l'Espagne, c'est différent, hein, parce que l'Espagne, c'est l'un des seuls pays qui a vraiment montré qu'en fait, il n'était pas du tout pour ce que fait Israël là-bas, quoi. Tandis que dans Ouais, les autres pays, c'est plutôt, c'est pas moi, les gars, c'est pas moi. si je peux juste rapidement donner mon avis sur la question pour terminer là-dessus, bah, tu vois, c'est clair qu'en fait, si tu observes un petit peu bah, des pays importants dans la zone, par exemple, dans la zone économique, par exemple la Turquie, bah, le problème, c'est que en fait, c'est beaucoup des pays qui se servent un petit peu enfin beaucoup plus que dans les pays occidentaux, hein, mais qui se servent un petit peu de la religion d'un point de vue politique. Donc forcément, quand tu as des conflits La bah, Turquie, qui est derrière une liés. république islamiste, hein. Oui, mais voilà, non, mais qui se servent voilà, la vie, de la peut-être. religion Musulmane, pardon. Bon. d'un point de vue politique, bah forcément, quand tu as des tensions et des conflits qui ont qui ont une grande part de religieux, bah, notamment ce qui se passe entre Israël et la Palestine, bah forcément ça exacerbe un petit peu pardon, un petit peu l'opinion publique. Sauf que entre tout ça, bah, tu as la réalité économique, et la réalité économique, c'est que par exemple Israël et la Turquie, je crois que c'est quasiment une dizaine de milliards. Enfin, je crois que Israël vend ou achète pour plus de 10 milliards d'euros de dollars pardon, de marchandises par an à la Turquie. Enfin, c'est deux partenaires économiques très importants, et l'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est-à-dire que bah, la Turquie peut pas se passer économiquement d'Israël et inversement, en tout cas à ce stade. Et pareil, par exemple, c'est pareil, on voit que je crois que 40% de l'approvisionnement pétrolier d'Israël provient d'Azerbaïdjan, et bah, l'Azerbaïdjan pour importer son pétrole, pardon, pour exporter son pétrole en Israël, bah, tout passe par la Turquie. Pourtant la Turquie laisse passer ça, alors que d'un point de vue politique, dans le pays, bah, on exacerbe un petit peu comment dire, la rancœur envers Israël. Je ne sais pas si je m'exprime bien, c'est toujours des sujets sensibles. En tout cas, j'espère me faire comprendre. Mais Ouais, ouais, c'est il clair faut qu'il y a bien choisir les mots, il- mais on a bien voilà, compris, ouais. exactement. Mais c'est clair qu'il y a une réalité économique au centre de tout ça, que je pense les gens lambda ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas voir. Et du coup, c'est ce qui explique euh, Le bah, qu'on ait positionnement énormément de débats à la con sur la question. Et perso, ça m'intéresse pas trop de les regarder, quoi. Voilà. Hmm. Ok. Totalement T'as d'accord. pas mis ton micro, Pierre. Alors, ouais, pardon.
Euh, ouais, moi je suis tellement d'accord avec ce que vient de dire Xavier aussi. Juste pour revenir sur un aspect un peu plus technique, là, moi je regarde pétrole. Enfin, j'ai quoi? J'ai le graphique du light crude devant les yeux. On a même cassé une ligne de tendance haussière, hein, de moyen long terme, hein, qui soutenait le marché depuis décembre 2023. Et ça confirme un petit peu ce que tu disais, Xavier, tout à l'heure, à savoir que le marché est en train d'anticiper euh, soit un enlisement, soit en tout cas plus de stabilité par rapport à ce conflit. Enfin, c'est le sentiment que me donne ce graphique un petit peu. Les investisseurs sont en train de presser tout ça. Effectivement, on a eu un spike au-dessus des 86 dollars le baril sur le light crude, mais là, on est autour des 78. Enfin, en tout cas, on est sous les 80 et on se dirige vers une zone de prix qui contente un petit peu tout le monde, les acheteurs, les producteurs. Tu parles du Euh, WTI, on est bien d'accord. oui, pardon, le light Oui. crude Il WTI. parlait tout à l'heure du Brent, Du que les Brent, gens ouais, sachent ouais, qu'il y a deux pétroles différents. absolument. Non, pardon, bah, tu fais bien de préciser, Richard. Euh, donc voilà, c'était juste pour dire qu'effectivement, les investisseurs sont peut-être en train de pricer un retour de la stabilité dans la région ou un enlisement du conflit, ce qui pourrait se traduire par un retour de la stabilité également. C'est vrai que les récents développements, là, on a vu notamment Joe Biden s'accrocher, entre guillemets, avec Benjamin Netanyahu. Euh, sur justement le support des États-Unis à Israël. Donc le conflit n'est pas terminé, mais en tout cas, on est vers un retour de la stabilité. Est-ce que cette stabilité va vraiment se poursuivre sur la deuxième partie de 2024 ou est-ce qu'on aura j'allais dire, une exacerbation, Sage. une exa- On valide, voilà. on valide. Du conflit. C'est un petit peu ce que craignaient d'ailleurs, c'est ce qui a fait monter les prix sur les marchés énergétiques. C'est les investisseurs craignaient vraiment un élargissement du conflit à d'autres nations. Il y a été beaucoup de questions de l'Iran, mais alors, c'est vrai qu'au début, il s'attaquait un petit peu par cible interposée. On avait parlé du Yémen, etc. Et puis après, il y a eu cette fameuse attaque sur l'ambassade, corrigez-moi si je me trompe, sur l'ambassade iranienne en Syrie, à Damas, si je ne dis pas de bêtises, qui avait un petit peu C'est déclenché ça, ouais. tout ça. Après, les Euh, Iraniens ont attaqué, ont fait un raid sur Israël, mais ils ont dit attention les gars, on va attaquer ici, 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 il y a telle heure. Donc c'était vraiment pour faire une démonstration de force, mais il n'y avait Et, voilà. aucune et, volonté de tout casser, quoi. et ils ont envoyé une quantité tout à fait bien calculée pour que les Israéliens puissent tous les éliminer. Ils ont envoyé juste la saturation du système de défense israélien. Ils ont pas envoyé, ils auraient pu envoyer 2 fois plus de bombes ou je sais pas quoi. Et ils n'ont pas fait. Ils ont juste fait ça pour que les Israéliens soient saturés. Et donc les Israéliens, ils ont tout dégommé. Et c'est là que moi je me suis dit, bon allez, c'est bon, c'est que du pipeau tout ça. ouais, Ouais. c'était pour C'est pas que, perdre la face. Oui, C'était ouais, voilà. juste c'est que du pour dire aux Palestiniens, bon bah les gars, on est avec vous, mais bon, c'est tout, quoi. Là, et ce que disait, je crois que c'est exact ce que tu disais au début, c'est il y a une distance énorme entre ce qu'on veut faire penser aux populations. Ah, c'est bien, on a envoyé des bombes sur Israël, moi, islamiste, je suis content. Et la vérité, c'est que bah, ils s'envoient des boulettes de papier, les mecs. Enfin, Bah, c'est non, la vérité, c'est que sans Israël, d'un point de vue économique dans le coin, il y a beaucoup de pays qui se transforment en pays du tiers-monde, quoi. exactement. Euh, voilà, c'est juste ce qu'il faut dire, c'est cru, mais c'est factuel. Hmm. Et d'ailleurs, si je peux juste rajouter un truc, c'est super Pourquoi intéressant. là, je te suis pas du tout, Xavier. Pourquoi tu peux développer Bah, parce que Israël, par exemple, d'un point de vue technologique, c'est un petit peu la Silicon Valley du Moyen-Orient, et donc en fait, bah, eux, ils exportent énormément de matériaux euh, comment dire, très poussés technologiquement dans plein de pays comme, bah, par exemple, la Turquie, notamment, et dont ils ont absolument besoin pour faire tourner la moindre industrie, quoi. Ok, Il ok, faut pas ok. oublier une chose, c'est que tous les pays qui sont anti-israéliens sont tous anti eux-mêmes entre eux. Aussi, ouais, non, mais Donc, ils n'ont pas envie non plus spécialement de s'entraider entre eux. Enfin, c'est un c'est le mix. Moyen-Orient depuis toujours. Enfin, moi, j'ai 50 ans, ça fait 50 ans que ça dure, hein. Bon, voilà. C'est un micmac incroyable, la zone, c'est clair et net. Par contre, si je peux juste rajouter un truc qui est super important, et je pense qui va gagner encore en importance sur la thématique du pétrole justement ces prochaines années, c'est que comme par hasard, c'est bizarre, hein, mais on a le Moyen-Orient qui s'embrase un petit peu par rapport à ça, et puis là c'est tout récent, hein, ça date vraiment du mois dernier. On a du coup tranquillement les États-Unis qui commencent à lever certaines sanctions au Venezuela.
qui, comme par hasard, le Venezuela, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pays voilà, d'Amérique du Sud, sud-est, si je dis pas de bêtises, qui possède les premières réserves de pétrole très loin devant l'Arabie Saoudite. Et du coup, bon, après, c'est du pétrole de moins bonne qualité, certes, mais le pays était sous embargo américain depuis des années et ne pouvait pas exporter son pétrole depuis des années. Puis, on commence un petit peu à lever certaines sanctions, comme par hasard, parce que peut-être les Amerlocs se doutent. Voilà, moi, je ne sais pas, mais je me dis peut-être que les Américains sont au courant ou anticipent des difficultés d'approvisionnement dans la zone là-bas à terme et commencent à essayer de trouver d'autres éventuelles voies d'approvisionnement à moyen long terme et donc vont être amenés un petit peu à développer leurs activités ou plutôt l'activité de leur société pétrolière au Venezuela. Alors le Venezuela, apparemment, moi j'avais entendu que les réserves soi-disant du Venezuela n'étaient pas aussi grosses que ça. Et les Venezuela a vendu il y a une dizaine d'années, pour 10 ans justement, de production aux Chinois. Donc apparemment ça devrait peut-être arriver à terme maintenant. Et c'est peut-être pour ça aussi que les Américains commencent à s'intéresser au Venezuela. C'est-à-dire qu'en fait c'était les Chinois qui avaient acheté les réserves pour je ne sais plus combien d'années. Et je crois que ça arrive à terme là justement. La production, enfin, c'est incroyable. Hein. Enfin, je suis pas sûr de cette information-là parce que la production vénézuélienne est vraiment extrêmement basse ces dernières années. Donc, ils n'ont pas dû. Pourtant, c'est les premières réserves mondiales. Pourtant, ils n'ont pas dû exporter grand-chose, c'est ça que je veux dire. Mais après, tu vois, ça, typiquement, c'est des genres de news qui se traduisent sur certaines valeurs. Par exemple, Morel et Prom en France, pour ceux qui connaissent, qui possèdent des concessions pétrolières, enfin des champs pétroliers, ou plutôt le droit d'exploiter des champs pétroliers au Venezuela. Et le titre gagne, je crois, depuis ces annonces, a pris 50 ou 60% en ligne droite. Et devraient continuer à grimper dans les prochaines années parce qu'ils vont drastiquement augmenter leur production sur place et donc leur chiffre d'affaires et leur rentabilité. Voilà. Très intéressant, Xavier, merci. De rien. Non, mais c'est un sujet qui me plaît particulièrement, donc il y a beaucoup de choses à dire, quoi. On passe en Ukraine ou... Ouais, je voulais juste rajouter un truc sur les conflits que ça a provoqué. Moi, je m'intéresse énormément au fret maritime, notamment des sociétés norvégiennes. Et moi, j'ai eu un spike, j'ai eu une baisse de cours sur les valeurs que j'apprécie de l'ordre de 20-25% au moment des attaques. Des attaques parce qu'il y a aussi les rebelles Houthis qui sont financés par l'Iran, qui ont bloqué le passage des bateaux, enfin pas bloqué, mais qui ont attaqué des bateaux qui passaient par la mer Rouge. Et étant impliqué personnellement dans des valeurs qui transportent notamment des voitures, mais c'est pas le sujet, c'est qui transportent des choses et qui les envoient par cet endroit-là. J'ai eu des baisses de cours assez importantes. Alors bon, après, quand on est un bon technicien, on sait sortir et attendre son heure. Et on a eu des rebonds très rapides, juste au moment justement de ces attaques-là, des pseudo-attaques iraniennes. Ça a commencé à rebondir puisque le marché a compris que c'était un peu du pipeau tout ça. Et on a eu des belles remontées de ces mêmes valeurs juste après. Donc il y a aussi des impacts, non pas que sur la partie, la partie pétrolière, énergétique, mais aussi sur les flux maritimes, sur la partie maritime. Et moi, j'étais plutôt perspicace, donc j'en ai bien profité. Mais ouais, c'est vrai que quand il se passe des choses dans le monde, il faut surveiller les actions dans lesquelles on a. Faut connaître ces actions, tout simplement. Ce que tu disais sur Morel et Prom, c'est tout à fait intéressant. Bon, moi, c'est un secteur que j'aime pas du tout, donc je travaille pas dessus. Mais moi, j'ai eu un impact d'abord négatif, puis ensuite très positif sur une partie que personne ne pense vraiment, mais effectivement, le maritime a bien mangé, quoi. Voilà. Puis après, ça a bien rebondi. Donc, c'est des bons indicateurs macroéconomiques, géopolitiques, de les regarder, parce que c'est là que j'ai compris que il n'y aurait pas grand-chose qui se passerait de plus dans ces pays-là, quoi. En fait, la géopolitique, c'est la base de la rotation sectorielle, en fait. Ouais, faut pas la négliger, hein. C'est des choses qui peuvent expliquer des comportements. Et puis, on va peut-être enchaîner à un moment donné dans l'émission. On enchaînera sur la macro, mais la macro, elle a elle est vraiment liée à la géopolitique. Et aujourd'hui, moi, je reviens sur des. Alors, les gens qui nous suivent régulièrement savent très bien qu'on en a largement parlé. On avait dit qu'au Moyen-Orient, c'était quand même un truc de fou. Il allait se passer quelque chose. Il s'est passé Israël, mais tout ce qui se passe, c'est depuis cette fameuse réunion des BRICS. Les BRICS ont provoqué tout un enchaînement de choses phénoménales.
que l'Iran se permette d'aller balancer des bombes sur Israël, c'est parce qu'ils se sont accoquinés avec l'Arabie Saoudite, qui a donné un feu vert par en dessous, qui est elle-même en conflit avec les Américains. Enfin, moi, je trouve ça passionnant, triste pour les populations, mais passionnant en termes de comment ça s'imbrique les uns dans les autres. Et pour moi, l'élément géopolitique absolu qui a eu lieu l'an dernier, ça a été la réunion des BRICS et l'adhésion de plusieurs pays, notamment l'Arabie Saoudite et l'Iran, au sein des BRICS. Donc derrière, il y a qui? Il y a les Chinois. Les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les Brésiliens, Afrique du Sud, il y a beaucoup de monde. Hein. Alors, le Brésil, non, c'est pas le Brésil, excuse-moi, c'est l'Argentine a changé de président. Le président a dit non, on se casse, on n'y va pas. Mais sinon, il veut aligner le peso sur le dollar, donc en fait, lui. Il faut être conscient de ça pour comprendre un peu l'imbrication mondiale des choses. Il faut se désassocier complètement des médias qui vous vendent de la peur continuelle. Il faut avoir peur de la Troisième Guerre mondiale continuellement. C'est insupportable. Non, la réalité, c'est qu'il y a des changements géopolitiques qui sont très importants. On attend toujours l'histoire de Taïwan. On verra bien si ça arrive un jour. Mais finalement, l'Ukraine, c'est merci la Russie. C'est des histoires de BRICS aussi, quoi. Ils s'autorisent des choses qu'ils s'autorisaient pas avant. Alors moi, dans mon boulot, entre guillemets, d'intervieweur, je parle avec beaucoup de monde et je vois de plus en plus, et les gens me le disent, que la population commence à ne plus croire, continue. On m'a même dit hier qu'il y avait 50% de la population qui croyait que ce qui était dit aux informations était faux. Donc on commence vraiment à tomber dans quelque chose d'un peu plus réel, entre guillemets, et la manipulation qui était assez grosse, où l'information était devenue en fait un outil de propagande, de plus en plus la population commence à le voir. Et c'est pour ça que les journaux télévisés sont de moins en moins vus. Oui, tout à fait. Après, le problème, c'est qu'il y a des sources d'informations qui ne sont pas toujours vérifiées. Mais bon, les journalistes étant pas vraiment bons dans ce qu'ils font, tu te retrouves avec des gens qui peuvent balancer dans des théories un peu foireuses. Mais si tu arrives à lire la géopolitique, etc., tu arrives quand même à percevoir des choses intéressantes. Mais c'est un travail d'avoir de la bonne info et de traiter, de filtrer soi-même la bonne info. Mais c'est passionnant quand tu commences à comprendre un peu comment ça se passe. C'est super intéressant. Par exemple, la plus grosse escroquerie des 2 ou 3 dernières années, on va pas passer avant parce qu'on sait de quoi on va parler. Donc on va pas parler de ça. C'est quand même les voitures électriques, quoi. Ouais, bien sûr. Alors, une voiture électrique, c'est une escroquerie, bien sûr. Pourquoi avoir fait tant de remue-ménage au-dessus de la voiture électrique? C'est parce que les équipementiers automobiles et les fabricants de voitures n'avaient plus de levier, et donc on leur a dit il faut faire ce levier. Ou géopolitiquement, vous avez une petite explication ou pas? Pour moi, c'est géopolitique. Si je peux me permettre je l'ai déjà dit, mais je vais refaire la petite démonstration. Nous avons en Europe pas de pétrole. Nous achetons du pétrole avec du dollar. Nous sommes contraints à supporter les variations du dollar. Donc, on n'a pas parlé de monnaie, mais les monnaies sont importantes dans l'histoire. Et on a besoin de pétrole. Il faut absolument qu'on réduise notre dépendance au pétrole parce que les gens à qui on achète ça sont des gens qui ne nous veulent pas du tout du bien. C'est les Américains, les Russes et les Arabes. Donc, globalement, ce ne sont pas des gens qui nous veulent du bien. Et donc, la décision stratégique était de s'écarter du pétrole et donc de développer les autres énergies. Et après, service marketing à l'eau, comment on fait pour dire aux gens d'arrêter de faire du pétrole? On va leur faire de l'électrique et puis on va leur faire acheter des voitures électriques. Mais le problème, c'est que les voitures électriques, on se rend compte qu'elles ont plein de défauts. Quand tu as un PET sur le châssis d'une voiture électrique, la voiture, elle est morte. Parce que le châssis et la batterie sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, on va se rendre compte lentement que c'est une connerie écologique comme une autre. Mais la vraie raison de cette électrification du parc de voitures, c'est de diminuer notre dépendance au pétrole, qui nous permettra de enfin baisser des taux d'intérêt sans être dépendant des Américains pour ne pas que l'euro s'effondre par rapport au dollar. Parce que si tu fais ça aujourd'hui actuellement, c'est pour ça que la Garde a eu énormément de mal à le faire, tu te retrouves avec un euro qui s'effondre et une facture pétrolière qui explose. Et du coup, on réimporte de l'inflation. Donc, se débarrasser du pétrole de manière globale sur l'Europe permettrait d'avoir enfin une politique monétaire correcte et cohérente
en zone euro qui permettrait d'avoir un taux d'intérêt qui aujourd'hui est une aberration totale, d'être à 4 ou 5% quand tu es en récession dans pas mal de pays européens. Et c'est à cause du pétrole, c'est à cause de cette dépendance-là. Donc voilà, je me permets de dire que pour moi, c'est uniquement de la géopolitique et de la macroéconomie. C'est en aucun cas de l'écologie. Ouais, mais le calcul a quand même été mal fait parce que qu'est-ce qu'on fait? On enlève des énergies fossiles pour aller dans une énergie électrique. Qui c'est qui est très fort en électrique et en batterie? C'est les Chinois. Qui c'est qui ont toutes les concessions de cobalt en Afrique? C'est les Chinois. Parce que le cobalt, au Congo, toutes les concessions de cobalt, et dans toutes les batteries, il y a du cobalt, c'est les Chinois. Donc en fait, on est sorti de l'énergie fossile russo-américo-arabe pour tomber dans une énergie à base de cobalt, de lithium, qui est dans les mains des Chinois. C'est-à-dire qu'en fait, on a changé de maître, entre guillemets, non? C'est Christelle, pour ceux qui connaissent, c'est Christelle Boris, la PDG PDG actuelle encore d'Eramet, je pense. Donc Eramet, hein, c'est une des rares encore sociétés minières qu'on a côté en Europe qui font du nickel et du manganèse principalement. Donc le nickel assez important assez stratégique pour les batteries. Qui disait, je regardais encore là il y a pas longtemps parce que je traitais le sujet, qui disait lors d'une interview en 2021 ou 2022 que le monde, enfin le monde occidental, dont l'Europe plus particulièrement, était en train de transitionner d'une dépendance au pétrole vers une dépendance aux métaux stratégiques. Donc ça fait exactement écho à ce que tu dis. En fait, c'est juste que la dépendance change de camp. Par contre, ce qui est Parce très que les métaux, intéressant c'est les Chinois, hein, Xavier. Ah oui, Un peu ceux qui en ont relatif main quand même dessus, par hein. rapport à ce que tu viens de dire, parce que j'avais fait, fut un temps, j'avais étudié un cas où le phosphate était très intéressant pour faire des batteries, et il y a une énorme... alors on dépendait du Maroc et de la Chine sur le sujet, et il y a un énorme gisement qui a été découvert en Norvège, et donc ouais, c'est intéressant. et il relance justement, et aussi on relance, c'est aussi une des actus des dernières semaines, on commence à relancer l'industrie minière en France. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu des concessions qui ont. Donc c'est c'est comment elle s'appelle, Imerys. Imerys qui va exploiter ça dans l'Eure, je crois, département. Minière, Je sais plus. pourquoi, Xavier? Le charbon ou autre chose, non? Non, Lithium. Il y a eu du pour du lithium lithium. Il y a des grandes quantités de lithium en France. en Alsace et puis en Auvergne, je crois. Bon, les départements, je suis plus sûr, enfin, les régions, je suis plus sûr, mais en tout cas en France, 100% sûr. Et apparemment, ce serait de ce que j'ai pu lire et des sujets que j'ai un petit peu traités, on parle vraiment de réserves colossales, hein. Ça pourrait faire de la France les plus grosses réserves, même devant le plus gros exportateur à terme, devant la Chine. À vrai dire, les métaux rares ne sont pas rares en quantité. Ils sont rares parce qu'ils sont disséminés, ils sont chiants à trouver. On ne trouve pas une grande pépite de manganèse ou de je sais pas quoi. C'est des métaux rares dans le sens où ils sont très dilués. Mais il y en a beaucoup partout, à vrai dire. Donc il faut juste savoir l'extraire, et il faut que la France s'autorise à extraire ça. Bah, ça a été fait et ça marque bien. quand même je crois que c'est la première mine qui est ouverte en France depuis une trentaine d'années, quoi, depuis la dernière mine de charbon fermée dans les années peut-être début des années 2000. J'ai plus Oh les non, le chiffres charbon, exactement. c'est plus vieux que ça, hein. C'est fermé depuis plus longtemps que ça. En France? Ouais. Ouais, bah Ouais, c'est ok, années bon. 80. C'est C'est en- 80-90 c'est alors. Pompidou qui C'est avait en décidé de Allemagne. tout fermer. C'est en Allemagne, t'as raison. Ça vient appuyer ce que tu dis, Richard. C'est en Allemagne, on a réouvert les mines de charbon. C'est-à-dire qu'en fait, on Oui, dit mais que. en France, on les a fermés du temps de Pompidou de mémoire. C'est Pompidou qui l'a décidé, je crois. Ouais, on a réouvert les mines de charbon en Allemagne. Et- Ça veut dire qu'en fait, Ouais. cette transition n'est pas une transition écologique parce que le charbon pollue beaucoup plus que le pétrole. Donc en fait, c'est Et vraiment changer de dépendance, quoi. ouais, c'est ça. Mais juste si je peux encore juste rajouter un dernier détail, c'est vraiment qui, Bon, bah le dernier alors, qui hein. est marquant pour, non vraiment qui est important, je pense, c'est que par exemple moi je suis quand même voilà, génération, je suis né en 99, donc j'étais au collège, Le lycée dans les millénium, années c'est ça? 2010-2015, et tu vois, moi il y a un truc, et c'est bon, c'est systémique, hein, le problème est systémique, hein, mais tu vois, moi par exemple, j'ai baigné un peu dans cette éducation où on disait à l'école, oui, en 2050 ou en 2030, je sais plus, en 2040, il y aura plus de pétrole, les réserves seront épuisées, tu vois, et voilà, c'est vraiment le discours qu'on m'a tenu à moi, et je pense que bah il y a énormément de gens qui forcément qui y ont cru, et en fait la réalité c'est pas ça, hein, c'est pour ça que je pense le pétrole c'est vraiment une méga tendance à en devenir peut-être, là c'est il y a un gros coup à jouer à moyen long terme pour les 10, les 20 prochaines années. Parce que si vous reprenez le dernier communiqué de l'OPEP, la 2023, je l'ai devant les yeux, sur comment dire, sur
les perspectives les perspectives de production de pétrole, etc. Ils disent quand même qu'ils s'attendent à ce que la hausse, la demande de pétrole continue d'augmenter de 16,5% à horizon d'ici 2045 par rapport à la consommation aujourd'hui. Alors, cette consommation, elle sera surtout principalement dans les pays émergents, Inde, Chine, etc. C'est clair que nous, à partir de 2030, en Europe, on va commencer à consommer moins de pétrole. Mais par Je suis contre, pas d'accord avec pour que toi. On va revenir en arrière pour moi. je termine, c'est ça qui est super important, c'est que l'OPEP, elle dit qu'en gros, pour que tout se passe bien à ce niveau-là, que tout le monde ait accès à une énergie bon marché, etc., il faudrait qu'on investisse 14 000 milliards de dollars à horizon 2045 dans les infrastructures pétrolières, c'est-à-dire raffineries, nouveaux puits de forage, etc. Pour donner un ordre d'idée, 14 000 milliards de dollars, c'est 5 fois le PIB de la France. Est-ce que le monde est vraiment paré à ça est-ce qu'on va vraiment avoir envie de faire un changement dogmatique mondial à ce niveau-là, à une époque où on met tout dans la transition énergétique? Pour moi, ça soulève vraiment d'importantes problématiques géopolitiques en venir, hein, parce que ça me paraît assez évident que autant d'argent ne va pas pouvoir être investi aussi facilement, et donc ça va vraiment poser des problèmes d'approvisionnement énergétique dans de nombreux pays, voire faire exploser le prix du baril, quoi. Bah Je donc la pense bonne qu'on nouvelle, c'est qu'on creuse des trous en France, du coup. C'est bien. Bah, pour faire Bah oui, pour oui, faire des faire batteries. nos énergies. Enfin, de toute façon, voilà. Si l'Allemagne achetait du gaz aux Russes, c'est parce qu'elle a été complètement dépendante. Et aujourd'hui, l'Allemagne s'est effondrée économiquement depuis 2 ans à cause du fait de quoi? Du coût de l'énergie, où ils ont eu un surcoût énorme. C'est là qu'on se rend compte que les industries, les économies européennes, à nous, on pense à nous, hein, mais toutes les économies dépendent du coût de l'énergie. Et aujourd'hui, Exactement. dépendent d'énergie qui vont, comme tu viens de le dire, hein, s'il n'y a pas d'investissement, il y aura ça va être pénurique. Donc les cours du pétrole va devenir, je sais pas, 150 dollars, 200 Ouais. dollars. Et à partir de ce moment-là, bah, ça justifie ce que je disais au début. Stratégiquement, l'Europe, faut qu'on se barre, quoi. Faut qu'on se barre. Parce qu'ils font Non, mais tout. Ils sont en train de créer la pénurie future. Et à l'inverse, les Russes, eux, ne vivent que par leur énergie. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Russie dans mon ancienne vie, parce qu'on vendait beaucoup d'unités agroalimentaires. Et quand on a commencé en 2003, 2004, juste après la grosse crise russe, donc c'était un peu plus tard, 2005, 2004, 2005, les Russes, ils avaient du pétrole et du gaz, ils vendaient ça et ils achetaient tout. Ils ne produisaient rien. Ils étaient vraiment, vraiment dépendants de ça. Et c'est Poutine, justement, avec sa politique de on va commencer à produire ici, on va faire du fromage, on va faire il a justement réduit la dépendance de la Russie par rapport aux pays occidentaux. Et d'ailleurs, il n'achète presque plus rien à l'Occident maintenant. Il produit tout. Et il achète tout de l'autre côté en Asie. Vous savez qu'il est devenu vraiment dire. Avant, il se tenait mutuellement en disant moi, je te fournis à bouffer et toi, tu me fournis l'énergie. Et maintenant, non, ça y est, c'est fini. Maintenant, à bouffer, moi, je sais transformer et je sais produire, quoi. Et c'est pour ça que Poutine, il est adoré dans son pays. On peut dire ce qu'on veut, mais il est adoré dans son pays. Bon, il y avait plein de choses à dire, hein, du coup. Hein. Ouais. Donc, belle transition. Merci Xavier sur la Russie. Donc, Russie-Ukraine. Pierre, t'as pas beaucoup parlé, t'en dis quoi? Ouais, bah bon, c'est quand même Richard, le spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Bon, ben Richard, Oui, t'en dis quoi? je te balance. Non, mais je te balance le titre comme ça, c'est cadeau. Bon, moi, ce que je peux dire, Moi, c'est j'ai quand même. parié sur une paix en 2024. Je suis mal barré. Hein. Alors, c'est quand même. Et les JO, t'annonces pas la paix pour les JO de Paris, cette fois? Ah, ce serait pas mal, hein, t'as vu, déclenchement pendant les JO d'hiver et arrêt pendant les JO d'été. Ouais, ce serait C'est pas vrai mal. que Mais j'y crois pas trop, là. Hein. C'est un peu le bordel. Même je si pense je que. pense que ça va s'étouffer tout seul. Hein. Et Ouais. à gagner la guerre. Excuse-moi, Pierre, je t'ai coupé. Vas-y, Bah reprends. non, Richard, en fait, merci de me couper l'herbe sous le pied, c'est bien. Euh, Ah, merde, excuse-moi. non, je rigole. Bah en fait, écoute, je sais pas si tu vas confirmer, enfin, je pense à mon avis, bah, écoute, je te laisserai répondre par toi-même, mais on est quand même face à un conflit qui s'enlise depuis un moment maintenant. À mon avis, je crois que Richard le disait déjà lors des derniers mousquetaires, je ne suis pas certain, mais bon, on verra. Je pense quand même que la Russie, de toute façon, ils vont, euh, ils vont stopper, ils vont prendre le Donbass. Ils iront peut-être pas forcément plus loin, mais à mon avis, ils vont annexer tout ça et c'est terminé. C'est comme ça que ça va se finir. De toute façon, à aucun moment ils vont retirer leurs troupes.
cette fois-ci, c'est chez eux. Et puis voilà, c'est comme ça. Ils vont attendre que l'Ukraine s'essouffle. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'évolution que ça. Je pense, effectivement, on avait émis l'hypothèse qu'ils pouvaient aller jusqu'à Odessa, prendre un petit peu tout le sud du pays. Je ne suis même pas sûr que ce scénario se fasse. Mais à mon avis, voilà, le Donbass, il faut oublier, c'est russe. Donc, je pense que Poutine, il a réussi son objectif. L'objectif, c'était de prendre ces régions-là, qui étaient pro-russes à la base. Et puis voilà. Donc, maintenant, voilà, je vais laisser Richard parler, c'est vu que c'est lui le grand expert. Mais non, je rigole. Je rigole. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'évolution que ça. Poutine a atteint ses objectifs, il ne va pas bouger de là. Et on en restera là, à mon avis, en tout cas. Ouais, je suis d'accord. Il y a eu un élément qui a été oublié, enfin, moi je l'ai vu et ça m'a interpellé. C'est le changement du général, enfin, je sais pas trop les grades, mais enfin, toi, le général en chef des armées ukrainiennes qui saute, il en met un autre. Et la première décision du général en place, du nouveau général, ça a été de reculer et de sauver des vies ukrainiennes et de faire reculer et du coup les Russes prennent 2-3 villages. Alors, moi j'ai pas les villages en tête, hein, et ils avancent un petit peu et en gros tu es en train de voir les armées se déplacer ukrainiennes pour donner le Donbass. J'ai le sentiment, c'est un sentiment. Et comme l'ancien général a sauté, j'ai envie de dire, lui, il était agressif, hein, il voulait se cogner du russe. Et le nouveau, il est en train de gérer un repli stratégique, machin. Non, en gros, il se retire du Donbass, il donne tout ça. Et je me demande si en off, alors ça on le saura jamais, hein, je pense qu'il y a toujours une partie qu'on saura jamais, mais je pense qu'en off, c'est en gros, vous nous laissez Odessa et l'accès à la mer pour qu'on puisse survivre et rembourser notre dette. Les Américains et tous les autres ont dû dire, eh oui, ils ont des dettes vis-à-vis de nous, donc il leur faut un peu d'économie. Et du coup, ok, mais bon, vous nous laissez le Donbass, ok, on te laisse le Donbass, terminé, merci, bonne journée, au revoir, quoi. Et je pense que c'est comme ça que ça s'est terminé, parce qu'il faut absolument que l'Ukraine rembourse la dette qu'ils ont créée par leur guerre, quoi. Et voilà. Enfin, moi, je pense que ça se termine comme ça. Suite au prochain épisode, dans quelques années, je sais pas, on verra bien s'il y en a une troisième qui se déclenche. C'est quand même la deuxième, là. Hein. Il y a eu la Crimée, là, il y a le Donbass. C'est en 2014, ouais, c'est vrai. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Voilà. Donc, on verra. Enfin, voilà. Les marchés s'en foutent totalement. Ouais, parce que si je me rappelle bien, lors de l'annexion de la Crimée en 2014, on avait vu, enfin, ça avait fait monter le baril à, je sais plus, $120, quelque chose comme ça. Là, il n'y a pas eu énormément d'effet sur le prix du baril. Pourtant, c'est un conflit qui. Parce que la Crimée, c'était éclair, hein, à comparer de ce qui se passe ici. Hein. Ça s'est fait très rapidement. Hein. Donc, je trouve que le prix du pétrole, là, sur l'histoire d'Israël, n'a pas bougé beaucoup. Il a monté un peu, il s'est fait. On sent qu'il y a du short, il y a des grosses positions short sur le pétrole en ce moment. Je pense qu'il y a quand même des gens qui ont profité de ce petit spike qui n'a pas été très fort pour dire oh, je suis vendeur pétrole parce que je suis en train de pricer le ralentissement économique. Ouais. Qui s'exprime dans le pétrole. Exactement. Voilà. Donc, non. Ouais, le pétrole, c'est un marché qu'il faut surveiller, même si on ne le traite pas. C'est un marché qu'il faut surveiller parce que c'est vraiment le sang, entre guillemets, de l'économie. Donc, c'est important de le garder en indicateur, effectivement. C'est beau ce que tu viens de dire, le sang. L'économie n'est rien, enfin l'économie, le PIB en général n'est rien d'autre que de l'énergie transformée. Je sais plus qui disait cette. C'est encore plus beau. On va dire que c'est toi qui l'as dit, Xavier. Allez. Deux Xavier Gassé, non? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas ma formule. J'ai pas de droit d'auteur là-dessus. Tiens, vu qu'on parle du pétrole, des BRICS, tout ça, ça vous dit de parler un peu de la dédollarisation ou pas? Elle est effective. Hein, elle va venir, elle va pas venir, parce qu'il y a vraiment deux camps qui s'opposent, quoi. Dire la dédollarisation va arriver par la fin du pétrodollar, et puis d'autres qui disent de toute façon le dollar est vraiment trop fort, il y aura jamais de dédollarisation, donc on pourra toujours aller sur la dette, etc. Voilà. Je pense que c'est un sujet intéressant. Alors moi-même, je vous le dis en toute honnêteté, je sais pas trop où je me situe sur sur ce sujet-là, puisque effectivement on est un petit peu comme à la croisée des chemins, là. Je parle au niveau mondial, où effectivement tout le monde parle de la fin de l'hégémonie du dollar et des États-Unis. On avait notamment mentionné justement les BRICS qui s'associent, l'utilisation, des pays BRICS qui vendent leurs énergies en roupies, en yuan, etc. On avait parlé de tous ces sujets-là. Quand même, moi, je pense que effectivement, on dit souvent que la Chine, c'est la nouvelle puissance montante qui va détrôner les États-Unis, etc.
La Suisse, pardon, j'ai dit la Chine ou la Suisse, je me rappelle plus. Ouais, pardon. Le Non, Luxembourg, la un Chine. point. Ouais. Mais la Chine, c'est quand même un colosse au pied d'argile. On avait évoqué notamment les problèmes démographiques. Enfin, il y a les problèmes concernant le marché de l'immobilier, les problèmes démographiques, etc. C'est peut-être pas la superpuissance qu'on essaie de nous vendre aussi. C'est vrai que voir un petit peu l'Arabie Saoudite s'associer avec l'Iran, conclure des accords avec l'Iran en Chine, c'est quand même des messages forts pour les États-Unis. Richard l'avait dit d'ailleurs à juste titre que les États-Unis ne laisseraient pas faire ça de toute façon, qu'ils feraient péter quelque chose au Moyen-Orient. Je vous le donne en 2024, on y est. Donc, je ne sais pas si vraiment la Chine a les épaules quand même pour détrôner les États-Unis tout de suite. Les Américains ont quand même une économie solide, hein, on l'a vu notamment sur les dernières données du PIB américain. C'est peut-être pas la puissance vieillissante qu'on essaie de nous vendre. Alors certes, ils sont là depuis des années, mais le match n'est pas perdu. En tout cas pour moi, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas trop où je me situe, parce que quand même l'espèce d'agglomération de puissance qu'essaye de mettre en place la Chine, je me demande si quand même ils ont la force et les épaules pour aller défier les États-Unis sur leur sol, qui reste quand même, enfin sur leur sol, sur leur terrain, qui reste quand même une puissance avec énormément de ressources au niveau mondial. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas où vous en... Parce que le sujet de départ, c'était la dédollarisation. On n'y est pas lié. encore. C'est lié. C'est super intéressant. Parce que tu vois, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure quand j'étais au collège-lycée. Bah, c'est pareil, au collège-lycée, les cours d'économie très, très, très basiques qu'on avait, quand on parlait de ces sujets-là en histoire géo, bah, on te disait dans 10 ans, la première puissance mondiale, c'est la Chine, quoi. Et on en est très, 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 très loin si tu compares. C'est quoi, Xav, dans mes livres de géo qui ont 20 ans On plus, nous moi, aurait c'était menti le à Japon qui l'école. allait tout On bouffer. nous aurait menti à l'école. Après les infos, c'est l'école, on nous ment. Ah bah tiens. Mais non, mais ce qu'il dit, Xav, sur ce qu'il a vécu dans les années 2010, moi j'ai vécu dans les années 80, c'était pas le même pays, c'était le Japon qui allait tout bouffer. Ah, mais... Exactement. Et moi, dans les années 80-90, on disait déjà, de toute façon, on n'aura jamais de retraite. Bon, en 2023, il y en a encore, 40 ans après. Moi, je rejoins ce que dit Xavier. Alors, on n'est pas de la même génération, mais c'est vrai que moi aussi, à l'école, on disait il faut apprendre le mandarin, il faut. Enfin, on voyait vraiment la Chine comme. Et nous, c'était le japonais. Mais. Non, mais c'est hyper. Je vais pas dire que. Bon, moi, je suis le contre. Comment dire? Je suis le contre-exemple absolu de ce que le système scolaire français produit de manière générale, on va dire, quoi. Parce que c'est pas du tout. Voilà, j'ai pas fait d'études, j'ai pas été très très loin dans. Ça m'a jamais intéressé, quoi. Mais tout ça pour dire que. Pour revenir sur la question de base, le match un peu économique USA-Chine, bah, les Chinois, tu vois, c'est un truc, c'est pareil. Bon, ça, il y a 10 ans, je sais pas si on pouvait trop le prévoir. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'ai spécifiquement, particulièrement étudié jusqu'à très récemment. Bah, les Chinois, ils vont commencer à payer leur politique de l'enfant unique des années 80 et ils vont avoir une population qui va décroître très fortement dans les prochaines décennies. Or, non, je suis pas d'accord. C'est déjà le cas, les chiffres sont tous pipés. Voilà. Ah bon, peut-être. Voilà, je vais pas m'avancer sur cette question-là, je te laisse. Moi, je l'affirme clairement. T'as pas entendu, Richard? T'as dit quoi? C'est déjà le cas? Truc. T'as dit quoi, Richard? Je n'ai pas entendu. Ouais, que c'est déjà le cas, que la population est en train de baisser en Chine. Et non, mais juste pour dire que, historiquement parlant, il n'y a jamais une tu prends l'histoire, tu la retournes comme tu veux. Tous les conflits, toutes les guerres, tous les rapports de force, il n'y a jamais une seule puissance au monde qui a réussi à s'affirmer sans une croissance démographique importante. C'est vrai. Et d'ailleurs, comment dirais-je, j'invite tous les viewers à aller voir ce magnifique article qu'avait pondu Ricardo pour YouTrading au sujet des problèmes démographiques chinois, que j'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'attention. Il y a notamment un problème à la fois démographique, donc comme tu le disais, Xavier, une population qui va, enfin, une nation qui paye le prix de la politique de l'enfant unique, mais surtout une inégalité sur les genres, hommes-femmes, apparemment. Comme le disait Richard, ça c'est fou quand même ce qui se passe. Ah oui, donc, ce qui est génial quand tu fais un article, c'est que tu dois réfléchir à ce que tu fais et tu creuses et tu découvres des trucs que tu n'avais pas pensé. Et ça te fait amener à un raisonnement super intéressant. Et c'est vrai que cet article que j'avais fait sur YouTrading
Enfin, moi, je trouve que c'est passionnant parce que je me suis rendu compte que le fait qu'on élimine les enfants, filles, à un moment donné dans une génération, Exactement. c'est une catastropre pour les 50 ans qui suivent. Et là, ils Ah, sont en train voilà. de manger méchant, quoi. C'est très difficile d'être un homme en Chine. J'avais vu aussi, j'avais vu un peu quelques reportages sur la question. Il y a Ouais, pas qu'en Chine. Hein. beaucoup d'hommes chinois, pas qu'en Chine. Ouais, je sais En pas. Espagne aussi, apparemment. Peut-être. Moi, j'ai pas trop de problèmes, mais voilà. Non, tout ça pour dire que il y a beaucoup de Chinois, notamment les Chinois qui travaillent dans les campagnes et qui n'ont pas forcément les situations sociales la plus. C'est un pays qui est très. Tu vois, nous en Europe, on est très à fond sur l'égalité, sur l'équité, etc. En Chine, ils ont vraiment une hiérarchie. Enfin, en Asie de manière générale, ils hiérarchisent vraiment en fonction du revenu. Ils ont vraiment ça qui est ancré dans la société. Et puis, il y a beaucoup de Chinois qui, forcément, ont énormément de mal par rapport à ça, à se marier, à trouver une femme, et qui partent la chercher à l'étranger, pays voisins, au Vietnam, au Cambodge, etc. Enfin, ça, moi, ça me dépasse, hein, vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Mais je pense que ça dépasse beaucoup, beaucoup de monde. Euh, euh, en tant qu'occidentaux, quoi. Mais à l'échelle mondiale, c'est ultra différent. Je crois qu'on avait déjà parlé en Chine, les conséquences que ça avait provoqué sur la bulle immobilière, c'est le fait que les hommes achetaient énormément d'appartements Exactement. vides parce qu'ils avaient besoin d'avoir la plus grosse dot, parce que les femmes chinoises sont devenues vénales d'une manière phénoménale, parce qu'elles choisissaient le mec qui avait le plus de pognon. Et l'effondrement de l'immobilier dû que finalement à cette bulle, due à cette surplus d'hommes par rapport aux femmes, enfin, c'est un truc délirant, et on se retrouve face à une société qui est complètement en train d'exploser. Enfin, moi, quand je vois qu'on me dit ça remonte la bourse, le Hang Seng a remonté, ouais, c'est parce qu'ils ont coupé les shorts, mais c'est technique. Ils ont injecté, je sais pas combien de centaines de milliards. Il s'effondre. Je maintiens, hein, ça fait un an que je le dis, il s'effondre, ce pays. C'est clair. Donc, pour revenir à la dédollarisation, parce que c'était ça le sujet de départ. C'est vrai. Merci Pierre, merci. Donc, du coup, bon, j'imagine, où est-ce que vous vous situez, vous, Richard, Xavier, par rapport à tout ça? Est-ce que vous voyez vraiment la Chine remplacer les États-Unis ou les BRICS, même de manière générale, remplacer Il y a des initiatives, hein, comme je le disais, hein, des pays qui vendent leurs énergies en monnaie domestique au lieu d'utiliser le dollar. Mais est-ce que vraiment on est vers la fin de l'hégémonie du dollar, là, pour vous? Enfin, je vais prendre le terme un peu à l'envers. Moi, ce qui m'agace, c'est les médias. Quand on parle de dédollarisation, tu as des gens tout de suite qui te sautent à la gorge, disent n'importe quoi, le dollar ne disparaîtra pas. On n'a pas parlé de disparition du dollar, on a parlé de dédollarisation. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que le curseur des échanges mondiaux va être un peu moins en dollars, va être un peu plus dans certaines monnaies. Les monnaies un peu... ça fait du bien à tous ces pays d'avoir des échanges monétaires importants, donc c'est intéressant. Ça arrange tout le monde. Et puis je rappelle que la dédollarisation, elle existe déjà depuis très longtemps, puisqu'il y a quand même juste une petite zone économique qui l'a fait depuis longtemps, la dédollarisation. Ça s'appelle l'Europe, avec l'euro. Donc j'ai envie de dire les Chinois, je sais pas, les Argentins, les Brésiliens, ils font ce qu'ils veulent, mais de revendre en réal ou de vendre en yuan, etc., qu'est-ce qu'on a fait en Europe, nous? On l'a fait il y a longtemps. Donc j'ai envie de dire que la dédollarisation, elle existe déjà, c'est déjà un fait. Ça ne change pas que le fait qu'il y a énormément d'échanges encore en dollars américains et que ça continuera. Mais la proportion va un peu diminuer. Le curseur va se déplacer. Donc dédollarisation, oui, c'est effectif, ça existe, ça continue à se faire. Les gens ne veulent pas d'hégémonie américaine. Et moi, voilà, le curseur, il est là. Et c'est très bien comme ça. Donc, pas d'effondrement des échanges dollars, mais chacun reprend un petit peu sa place. Et c'est très bien comme ça. Moi, c'est mon avis. Il faut parler aussi des tenants et des aboutissants de la dédollarisation, parce que c'est pas seulement ne plus être payé en dollars, mais ce qui veut dire qu'en fait, si le dollar n'est plus l'étalon, entre guillemets, l'économie américaine qui vit sur la dette et qui s'en fout royalement, parce que de toute façon, c'est eux qui ont le dollar, ils peuvent vivre de la dette et plus endettés, c'est eux qui ont le bouton de l'imprimante. Et c'est vrai que nous, en Europe, on a fait l'euro, mais on est allé sur le même modèle de politique des dettes, en fait. C'est-à-dire qu'on a des dettes énormes, mais tant que l'euro est fort, on s'en fout, et tant que le dollar est fort, on s'en fout. Donc si jamais il y a dédollarisation, ce sera peut-être toute notre société, entre guillemets, qui pourrait être remise en cause avec, les gars, maintenant, il faut rembourser la dette. Ouais, mais on rembourse en quoi? En dollars. Ouais, mais le dollar, il est plus fort. Comment on fait? On va chercher l'argent. On en revient à ce que je disais sur l'Europe et cette stratégie de dire on se désassocie du pétrole et on fait autre chose que du pétrole. Parce que ça permet à l'euro de reprendre son autonomie, de prendre plus d'autonomie par rapport au dollar. Ouais.
Ça fait presque 1 heure qu'on est là. On ferme ce chapitre et on fait macro, même si on a un peu commencé, et marché. Ouais. Ouais, donc Ça va. ça fait 1 heure, donc on va couper l'émission et puis on va faire comme d'habitude, on va en recommencer une autre. Hein. Je la passerai samedi. Donc celle-là passera vendredi, l'autre passera samedi. Donc merci à tous d'avoir vu la vidéo, la première partie. On se retrouve demain, le temps de changer d'habit et tout ça. Et demain, on parlera marché et macro. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et faites sonner la cloche. Merci, ciao à tous, à demain.